Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux avions espions français. Alors tout récemment, la Russie a montré que la France effectuait des missions de renseignement électronique en mer Noire. L'occasion de parler de ce domaine peu connu et secret sans pour autant trahir de secret défense. La France a toujours été discrète sur ses capacités de renseignement aérien. Pourtant, c'est un des rares pays dans le monde à avoir des compétences dans ce domaine et à être totalement autonome, ne devant pas ainsi dépendre que des États-Unis. Cela lui permet une liberté d'action et de décision pouvant aller, entre autres, jusqu'à la décision de Jacques Chirac en 2003 de ne pas suivre les Américains en Irak. Dans cette vidéo, nous allons voir les divers aéronefs que la France utilisait et utilise encore dans le domaine du renseignement militaire et comprendre comment tout ceci fonctionne. On va commencer par le DC-8 SARIG. SARIG signifie Système aéroporté de recueil des informations de guerre électronique. En décembre 1973, l'armée de l'air rachète un DC-8 à la compagnie UTA. L'appareil est profondément modifié pour la mission dite SIGINT, c'est-à-dire Signal Intelligence, donc le renseignement à partir des signaux. On verra un peu plus tard à quoi ça correspond. Et pendant 3 ans, dans le plus grand secret, l'avion est modifié au Bourget, notamment avec le remplacement des moteurs. Le DC-8 immatriculé Fox Romeo Alpha Fox Echo entre en service le 15 juillet 1976 au sein de l'escadron Aubrac sur la base de Brétigny-sur-Orge et déclaré opérationnel le 1er juin 1977. 6 mois plus tard, l'escadron est déplacé sur la base aérienne d'Évreux. Sa mission est l'interception et l'écoute des signaux électromagnétiques tels que les radios, les radars, les nouveaux systèmes d'armes et la photographie d'objectifs. Ces renseignements permettent d'alimenter une base de données des systèmes d'armes soviétiques et du pacte de Varsovie dans le but de connaître leur type et emplacement et ainsi mieux définir les itinéraires des bombardiers Mirage 4 en cas de raid nucléaire. Mais pas seulement. Avec le Mirage 4, l'armée de l'air s'est lancée dans l'autoprotection. Les brouilleurs et dispositifs de leurrage peuvent ainsi être mieux paramétrés pour affronter les dispositifs soviétiques. Alors, le SIGINT est composé de 2 choses, le COMINT et le ELINT. Alors, le ELINT consiste à récolter les émissions radar alors que le COMINT consiste à écouter les communications radio. L'équipement de recueil du SARIG comprend un radome ventral, des nacelles en bout d'aile incorporant des systèmes ASTAC. ASTAC signifie analyseur super hétérodyne tactique, permettant d'analyser les émissions jusqu'à 20 cibles radars d'opportunité simultanément. Nous aurons l'occasion de voir un petit peu plus loin comment fonctionne le système ASTAC pour détecter et localiser les systèmes radars. On parle donc surtout ici d'émissions de systèmes radars et de conduite de tir des missiles sol-air, mais aussi des radars embarqués par les avions militaires, qui peuvent être aussi détectés par l'ASTAC. Alors, ces systèmes, comme nous verrons plus loin, ont également été utilisés sur Mirage F1CR et depuis récupérés par les Mirage 2000D. La différence avec les avions de combat sur le SARIG est que le SARIG pouvait les analyser en vol en temps réel alors que les chasseurs devaient se poser pour que les renseignements puissent ensuite être dépouillés. Le SARIG était également équipé d'une suite COMINT pour l'interception des communications, une fonction utilisée principalement pendant la guerre froide pour surveiller les communications du réseau de défense aérienne soviétique. Une suite ELINT, Electronic Intelligence, permettait la localisation des radars. Diverses antennes sur le fuselage ont aussi des fonctions de réception, mais la nature de certains équipements du SARIG sont encore aujourd'hui classifiés, tout comme certaines de ses missions. Pour la reconnaissance photographique, une caméra Omera 36 était également embarquée à bord de l'avion et permettait une couverture horizon à horizon et était opérée par un opérateur dans la cabine. Comme je l'ai dit, les missions de ces 24 années de service sont encore largement classifiées, mais l'on sait que les missions étaient souvent révélées à l'équipage quelques heures seulement avant le décollage, et même que parfois l'avion décollait et l'équipage devait ouvrir une enveloppe une fois en vol pour découvrir leur objectif. Les missions de renseignement étaient des missions dangereuses. Plusieurs appareils de l'US Air Force ont été abattus, et ce,
même au-dessus de l'espace aérien international pendant la guerre froide. C'est pourquoi l'équipage était formé à l'évacuation de l'avion par parachute si nécessaire. On sait néanmoins que bon nombre de missions ont eu lieu en mer Baltique, sur le corridor de Berlin, le long de la frontière tchèque, de l'Allemagne de l'Est, dans les Balkans, lors de l'opération alliée de force au Kosovo, mais également en Afrique, au Moyen-Orient et en océan Indien. Bref, tous les théâtres d'opération où la France a été engagée. En 1995, un autre DC-8 est récupéré auprès de l'escadron de transport Esterel et un immense chantier très ambitieux débute alors pour l'équiper d'une suite électronique très perfectionnée par Thales, et c'est ce qu'on va appeler le SARIG NG pour nouvelle génération. Plus de 10 tonnes d'équipement, 140 km de câbles, plus de 800 kg de rivets supplémentaires pour renforcer la structure. Des moteurs sont même remplacés par des CFM56, les mêmes qui équipent la famille de l'Airbus A320, et l'avion entre en service le 12 avril 2001. Cependant, l'appareil ne sert que 3 ans avant d'être purement retiré du service. Alors, les raisons invoquées à l'époque par Michel Alliot-Marie ont annoncé un dépassement du coût du programme de Thales de 50%. Mais en réalité, ce n'est pas la seule raison du retrait de cet avion. L'avion était déjà ancien et le maintenir en service était bien trop coûteux. Par ailleurs, la masse d'équipement emporté était telle que l'avion dépassait les tolérances initiales de l'avion, ce qui posait également un problème de sécurité. On peut s'interroger après coup sur le choix du DC-8 à cette époque, dont on savait l'avion en fin de vie. Il aurait été bien plus rentable de partir sur un avion plus moderne de type Airbus, dont le potentiel aurait permis de le garder bien plus longtemps. Au final, le SARIG NG laissa un goût amer à l'armée de l'air, celui de ne pas avoir pu bénéficier d'un avion ultra moderne en matière de renseignement électronique. L'armée de l'air se reposera alors exclusivement sur la flotte de 760G Gabriel. Le Gabriel. Gabriel signifie Groupe aérien de brouillage, de recherche et d'identification électronique. Initialement lancé en 1984, le programme prévoyait initialement de s'équiper de versions EC-130H Hercule de conception américaine, mais ce fut finalement le Transal qui fut choisi pour garder une solution nationale. 260 NG furent modifiés en Gabriel en 1986. Ce n'étaient donc pas des avions tout neufs. Comme le SARIG, le C-160 Gabriel était équipé d'ASTAC en bout d'aile, lui permettant de suivre jusqu'à 20 cibles d'opportunité simultanément. Petite particularité, la rampe arrière fut notamment verrouillée pour sécuriser le chargement de l'appareil. Alors, le premier appareil arriva à Metz le 3 janvier 1989 et l'appareil commença ses missions le long du corridor de Berlin jusqu'à la chute de Berlin quelques mois plus tard. En 1992, un Gabriel fut déployé à Al-Assa en Arabie Saoudite pour l'opération Daguet contre l'Irak. L'appareil fut également utilisé pour surveiller l'ex-Yougoslavie, puis plus tard lors des opérations en Afghanistan. L'appareil a été de tous les engagements militaires français ces dernières années, notamment en Libye, où il a permis de dresser une carte des systèmes sol-air libyens avant que les raids ne puissent être opérés. Au Moyen-Orient, l'appareil fut également utilisé contre les combattants de l'État islamique qui, pour petite anecdote, avaient baptisé l'avion Fat Cow, qui signifie en français grosse vache, très amical. Plus récemment, le Gabriel a participé à des missions de surveillance de la Russie en mer Noire et a notamment été intercepté par un Su-30 flanqueur. Mais le Gabriel n'était pas le seul avion de renseignement intercepté par les Russes ce jour-là. Notamment un RC-135 Rivet Joint américain l'avait également été. L'avion permettait d'effectuer à peu près les mêmes missions et les mêmes choses qu'un SARIG, mais avec la capacité du Transal à opérer peut-être un peu plus près des forces de terrain. Ainsi, en Afrique, l'avion pouvait surveiller en temps réel les communications et avertir les unités au sol d'une augmentation suspecte de l'activité ennemie et prévenir toute attaque de convoi, notamment face aux IED, c'est les explosifs improvisés qui pouvaient être disséminés sur les trajets des convois militaires. Alors le Transal commence à devenir obsolète et le remplacement des deux Gabriel en service devient urgent et c'est pourquoi l'armée de l'air a lancé en urgence le programme CUGE, c'est-à-dire Capacité universelle de guerre électronique. Basé sur un Falcon 8X, l'appareil dénommé Archange
est prévu d'entrer en service en 2025 si tout se passe bien. Le problème est qu'entre-temps, les Gabriel seront retirés du service du fait de l'obsolescence des Transal, et ça sans attendre l'arrivée de l'Archange, laissant un trou capacitaire pendant quelques années. Toutefois, le choix du Falcon 8X pour la mission de renseignement va décupler les capacités de l'armée de l'air dans ce domaine. En effet, non seulement l'autonomie du Falcon est de l'ordre de 12 000 km, ce qui lui permet un temps de vol plus que confortable, mais surtout, le plafond opérationnel est bien plus élevé qu'un C-160 Transal ou même qu'un avion de ligne standard. L'appareil peut en effet opérer jusqu'à 51 000 pieds et une vitesse de Mach 0.9. À une telle altitude, vous avez une visibilité bien plus importante, ce qui vous permet de capter des émissions radios et radars à de très grandes distances. De plus, des avions de petite taille comme les Falcon permettent d'opérer sur de plus petites pistes. L'Archange va donc considérablement améliorer les capacités de la France dans ce domaine et lui permettre de conserver son autonomie d'appréciation des menaces d'un théâtre d'opération. Un mot sur les capacités de renseignement électronique par les avions de combat. Auparavant dévolu au Mirage F1CR, avec le retrait de cet appareil, l'armée de l'air a décidé de redéployer certains systèmes sur Rafale et Mirage 2000D. Le Rafale, avec la nacelle Roco NG, a récupéré le renseignement d'origine image, c'est-à-dire des photos, alors que le Mirage 2000D a été câblé pour l'emport du pod ASTAC récupéré des Mirage F1CR. Parlons un peu maintenant de l'ASTAC pour bien comprendre son utilité. L'ASTAC est un dispositif de recueil de signaux électromagnétiques. Quand on envoie un avion dans un secteur avec un ASTAC, l'ASTAC va détecter une émission radar, par exemple, sur une fréquence inconnue et d'une certaine puissance. Il va permettre d'obtenir la direction à un instant T, mais il est difficile d'obtenir la distance. Pour cela, l'ASTAC va enregistrer tout au long du vol des directions successives du signal ainsi que la puissance. Par triangulation, il sera ensuite possible de déterminer une position relativement précise de cet émetteur radar. L'analyse va ensuite permettre de classifier ce signal en le comparant à ce que l'on connaît déjà et de déterminer de quel type de radar il s'agit. Radar de surveillance, radar de conduite de tir, radar embarqué sur un avion de combat. Si l'on ne connaît pas ce système, et si c'est un nouveau par exemple, on va pouvoir l'ajouter à la base de données et des études et vols de reconnaissance ultérieurs permettront peut-être de découvrir qu'il s'agit par exemple d'un système S500. À partir de ces informations, l'ordre de bataille sera mis à jour afin de communiquer la position de ce radar aux unités de combat afin qu'elles planifient leur mission de combat à distance de sécurité, voire qu'elles puissent procéder directement à son élimination. Ces missions sont donc d'une importance capitale en prévision d'un conflit vous permettant de connaître votre adversaire et de découvrir ainsi ses points faibles. Le 8 décembre 2021, la Russie a fait savoir qu'elle avait intercepté une patrouille mixte Rafale Mirage 2000D au-dessus de la mer Noire. La vidéo diffusée montre que le Mirage 2000 était équipé d'une nacelle ASTAC prouvant que la mission était une mission de renseignement sur les capacités radar russes dans la région. Rien de surprenant, tout ceci s'est passé en espace aérien international et il faut savoir que la France n'est pas la seule à faire ce genre de mission. D'ailleurs, plusieurs patrouilles de Mirage 2000D ASTAC avaient déjà été interceptées en mai 2021. Les tensions avec la Russie sont aujourd'hui relativement tendues, surtout avec l'accumulation d'unités militaires russes à la frontière de l'Ukraine actuellement. On craint une escalade et les forces de l'OTAN effectuent ce genre de mission afin d'être prêtes à réagir si besoin. On montre ainsi que l'on prend la menace très au sérieux et c'est une façon de dire à la Russie « Attention, ne franchissez pas la ligne rouge ». Mais cette fois, c'est l'association de Mirage 2000D et de Rafale qui interpelle. Pourquoi une telle patrouille ? Plusieurs raisons possibles. Tout d'abord, le Rafale permet une meilleure protection contre les menaces aériennes, le Mirage 2000D ne disposant que de missiles à guidage infrarouge Magic 2 à courte portée pour sa défense. Le Rafale peut donc avoir une fonction de protection supplémentaire du Mirage 2000D en cas de menace. L'attitude passive du Rafale au cours de l'interception, comme on le voit dans la vidéo, est tout à fait normale. Étant donné que
ils étaient à ce moment-là en territoire international. La Russie ne pouvait pas, en théorie, ouvrir le feu selon les règles internationales. Donc les avions se sont laissés intercepter tranquillement, de façon à ne pas envenimer la situation. La deuxième raison, que je n'ai vue nulle part dans les articles de presse, est que la capacité du système d'autoprotection du Spectra, le système du Rafale, permettait également de recueillir simultanément des informations. Couplé à l'analyse de la stack au même moment, cela pourrait permettre d'optimiser la détection et le traitement de ces signaux par le Spectra et améliorer ainsi la protection du Rafale en cas de mission face à ces systèmes et notamment face au système de missiles sol-air S-400 s'il y en avait dans la région. Comme vous pouvez le constater, ces missions discrètes ont une importance capitale en cas de guerre. Celui qui connaît la position des défenses adverses, leurs fréquences et caractéristiques de leurs signaux, peut préparer des méthodes de brouillage et de leurrage appropriées. C'est un avantage décisif en cas de guerre, mais c'est aussi de cette manière que vous protégez plus efficacement les militaires qui sont engagés en opération. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker. D'autres vidéos viendront sur le domaine du renseignement électromagnétique, notamment américain, britannique. J'ai d'autres vidéos qui sont en préparation sur ce thème. Je vous dis à bientôt.